Bonjour à vous toutes et à vous tous, merci d'être là sur 01net TV et vous le savez, depuis jeudi, nous vous faisons vivre depuis l'intérieur ce salon Vivatech, le grand rendez-vous dédié aux nouvelles technologies qui s'installe à Paris. C'est la 3e édition et on est ravis d'être sur le stand de la Poste qui est bien représenté ici au salon Vivatech. Jérôme, bonjour. Salut François. Ça fait plaisir de te voir un samedi. Oui, absolument. Et oui, parce que c'est vrai que ça cool. Continue sur une partie du week-end, Vivatech. C'est vrai. Et aujourd'hui samedi, en plus, c'est ouvert au public, au grand public. Exactement. Et voilà. D'ailleurs, on est très, très heureux d'avoir offert plus de 50 places en fait pour Vivatech. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui se presse sur tous les stands. Du coup, il fait très très chaud, puisqu'en plus, c'est l'été ici à Paris, hein, c'est officiel maintenant. Tu avais mis un très bel... Oui, c'est mon costume c'était mon costume du vendredi soir. Très beau petit habit qui te va très bien. Alors au menu, Jérôme, de ce 3e 01 Live depuis Vivatech. Alors vous savez que Vivatech, c'est l'innovation au sens large, au sens très large, hein. Donc on ne va pas parler de smartphone aujourd'hui par exemple. Oui. Non, on va plutôt prendre de la hauteur avec deux invités qui vont nous parler de choses assez extraordinaires. Tenez-vous bien, vous allez découvrir ce qui sera peut-être votre taxi du futur, votre véhicule personnel du futur, le fameux drone personnel volant, en tout cas un prototype qui s'appelle Eva, et nous recevons ici l'un de ses responsables. Oui, c'est le CEO d'Eva. Vous allez voir, il y a pas mal de projets ici de drones autonomes. On verra où on en est justement. Est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce que ça va arriver dans quelques années? On montera un petit peu plus haut dans l'espace. Exactement. Jérôme, tout à l'heure. On va s'élever au niveau de la station spatiale pour aller découvrir un supercalculateur qui est actuellement embarqué dans l'ISS. Waouh. Donc vous voyez ici une reproduction d'un module de l'USS qui est présenté ici à Vivatech. Et pourquoi y a-t-il un supercalculateur dans l'ISS? Eh bien c'est parce qu'en réalité, l'objectif c'est d'aller encore plus loin, c'est d'aller sur Mars. Et nous recevrons un représentant de la société HP Entreprise qui va nous expliquer tout ça. Et c'est Christophe Fontaine qui sera là. Et puis on terminera avec une start-up qui est hébergée ici à la Poste, qui s'appelle TocTocDoc, Jérôme. Oui. Et qui est une appli qui, pour la première fois, permet de faire des consultations médicales via son smartphone tout en étant remboursé par la Sécu. Enfin. C'est beau, hein? Enfin, ça arrive. Franchement, c'est le futur tout ça. Et bien voilà, c'est parti pour ce 3e 01 Live depuis Vivatech. Merci d'être là. Bienvenue. Jérôme, il est temps maintenant d'attaquer ce Vivatech avec donc l'espace avant d'aller un petit peu plus bas. Oui. L'espace avec HP qui présente, et tu nous l'as montré il y a quelques instants, Je l'ai bien résumé. Hein. Un super calculateur qui va aller dans l'espace et peut-être demain sur Mars, c'est ça? On accueille Christophe Fontaine pour en parler. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour. De HP Entreprise, qui est donc une division de HP, issue de la scission du groupe, c'est ça? Alors effectivement, en 2015, HP, le groupe qui a été créé en 1939, s'est séparé en deux sociétés. Une société pour l'entreprise, Hewlett Packard Enterprise, et une société consumer qui fait les imprimantes et on va dire les laptops, tout à fait. Donc, ce qu'il faut expliquer, c'est que HP Entreprise, a été retenu par la NASA, a remporté un appel d'offres pour installer un supercalculateur pour l'envoyer sur Mars. Exactement. Et vous en êtes actuellement à la phase de test qui passe par l'étape ISS, c'est bien ça? Exactement. En fait, là sur Vivatech, donc c'est un moment assez spécial puisque sur le salon, on a mis en fait un module spatial qui est un réplica, qui est une réplique en fait du module Destiny, qui est vraiment le module qui est présent dans la station ISS. Et dans ce module, on a la capacité de mettre des modules scientifiques, donc des tests, jusqu'à 24 modules de tests pour l'ensemble des personnes. Voilà, c'est ça le module. Voilà, c'est ça le module. Alors ça, ce module, ça fait partie exactement de ce que nous a demandé la NASA. Vous savez, quand on va dans l'espace, ce qui est très bien, c'est que ça a un coût. Et qu'on a quelques petites contraintes. On a un espace limité, physiquement, un canister. Le poids au kilo pour envoyer dans l'espace, c'est 2500 € le kilo. Donc il va falloir être efficace. Donc ça devait faire maximum 70 kg. Et puis il fallait de la performance, mais beaucoup de performance. Et il fallait que ça ne consomme pas trop.
0,5 kW. La Station Spatiale Internationale... l'énergie est forcément rationnée. Bah, effectivement, on a les panneaux solaires, mais c'est 100 kW, un peu plus de 100 kW pour toute la Station Spatiale Internationale. Donc nous, on nous a laissé 0,5 kW, ils ont été un peu royal, on va dire. Hein. Et là-dessus, on a eu des contraintes. Et ce qui était très intéressant, c'est que parmi ces contraintes, on a quand même réussi à délivrer jusqu'à 1,01 teraflop de performance sur les serveurs qu'on a présentés, qui sont les serveurs de Monsieur Tout-le-Monde. Alors c'est quoi un teraflop? Ça correspond un teraflop, ça fait combien de PC personnels, 12, par exemple? C'est 10 puissance 12, ouais. Opération virgule flottante à la seconde. Pour vous donner un ordre de grandeur, dans les années 2000... Ça représente combien de PC aujourd'hui? Oh là là, c'est des milliers de PC. Des milliers d'aujourd'hui personnels? Même des milliers de PC aujourd'hui. Ah ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour dans jouer, les années 2000, pour jouer ça va bien. Il faut un peu de garde graphique quand même. Ouais, vous avez 8 millions d'images par seconde. Ouais, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qu'on a aujourd'hui dans un module qui fait 50 cm de large, dans les années 2000, c'était un terrain de football. Un terrain de football. Le supercalculateur, par exemple, quand M. Jacques Chirac, notre président, a dit on va arrêter la bombe atomique à Mururoa, pour la simulation, c'était un terrain de football par le CEA à Bruyères-le-Châtel, et il s'appelait Terrain 1. C'était fait par Compaq à l'époque, et Terrain 1, c'était un teraflop. C'est dingue. Et maintenant, ça tient d'un terrain de foot. Maintenant, ça tient là-dedans. Exactement. C'est le volume d'une machine à laver, quoi. Exactement. Alors, ce qui est très intéressant dedans, c'est qu'effectivement, on l'a envoyé dans l'ISS. Le 14 août, ce supercalculateur est parti dans l'ISS. Il est parti dans l'ISS grâce à un module SpaceX, très simplement, dans le module Dragon. Et quand il est arrivé, on l'a installé. SpaceX de Elon Musk. De Monsieur SpaceX. Voilà, de Monsieur SpaceX. Celui qui a la chance d'envoyer des voitures dans l'espace. Je préférais la garder sur Terre, moi, personnellement. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'on l'a envoyé, on l'a tout de suite mis en marche. Mais la vraie question, c'est pourquoi on fait ces tests dans l'ISS? Tout simplement, c'est que dès qu'on est dans l'espace, on a quelques petites contraintes. On a le soleil qui commence à générer, par exemple, quelques flux, je sais pas, des petits rayons gamma. Et qu'on on applique ça sur l'électronique, vous allez rire, mais ça marche pas très bien. Ça aime pas beaucoup. Tant et si bien que dans l'ISS, vous savez, on a des laptops pour faire du calcul. Mais la durée de vie, c'est 1 mois dans l'espace. Parce que les barrettes mémoire, elles crament très très vite. Ah bon? Et vous savez, on a des blue screen. C'est parce qu'il y a de l'électrostatique, il y a quoi? C'est parce que les rayons gamma, ça a tellement d'énergie que quand ça arrive sur un système fermé, cette énergie condamne complètement et brûle complètement l'énergie. Donc on est obligé de mettre en place des solutions techniques spécifiques normalement. Et ben nous, c'est pas ce qu'on a fait. On a envoyé des serveurs qui sont des serveurs standards de Monsieur Tout-le-Monde, comme je vous l'ai dit juste avant, pour justement essayer de comprendre ce qui allait se passer dans l'espace. Alors on est un peu plus futé que ça, puisqu'en fait on a développé toute une couche logicielle qui va nous permettre de réagir en fonction des erreurs de tous ces rayons qui vont arriver sur le matériel. Et ça, on va faire des tests pendant un an. Vous intégrez la contrainte. On intègre la contrainte. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au bout d'un an, au mois de novembre, ce matériel va redescendre sur Terre et on va pouvoir l'analyser. Quand on va l'analyser, on va analyser la partie logicielle, on va comparer avec des serveurs qui sont sur Terre. Et ce qui est vraiment passionnant, c'est que non seulement on va analyser le matériel, le logiciel, mais après on pourra dire, dans ces contraintes-là, je pourrais modifier la technologie, rajouter de l'eau autour pour refroidir et pour protéger des rayons gamma. La prochaine étape, c'est Mars? Alors pourquoi on fait ça? La vraie contrainte aujourd'hui, c'est que vous savez que la station ISS, c'est 400 km. La communication, c'est moins d'1 seconde. Donc tous les calculs sont faits sur Terre. Un petit exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les ordinateurs qui sont dans l'ISS, en réalité, il y a un super Wi-Fi, quoi. Ouais, alors je devrais même pas vous le dire, mais l'ordinateur qui est dans la station ISS aujourd'hui, qui fait tourner toute la station, c'est un Game Boy. C'est un 386 des années 2000. C'est dingue ça. Mais oui, mais ça marche bien. Mais ça suffit. Mais parce que ça suffit finalement. Ça suffit. Bon, évidemment, il y a d'autres projets qui sont faits dessus, mais aujourd'hui, alors pourquoi on fait ça? C'est le logiciel qui est très important, j'imagine. Tout à fait. Et alors, c'est vrai que le vœu pieux, c'est d'aller sur Mars. La contrainte quand on va sur Mars, c'est que Mars, c'est entre 50 et 250 millions de kilomètres de la Terre. C'est un petit peu plus loin. Le problème, c'est que déjà, il faut y aller. Bon, faut pas se planter. Il faut mieux essayer d'arriver. Mais surtout, faut pas avoir oublié son téléphone. Oui, alors ça, c'est un des vrais sujets aussi. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on est sur Mars et qu'on est au plus loin possible, c'est 20 minutes de communication aller, communication hertzienne, et 20 minutes retour. Donc, quand on est sur Mars et qu'on a un problème, le Hello Houston, il marche pas bien. Ou alors, on a la réponse 40 minutes après. Parce que après, c'est 20 minutes aller et 20 minutes retour. Voilà. Donc, ça s'appelle un peu de patience. Donc, quand c'est urgent, on évite. Donc ce qu'on fait, donc il faut être autonome. Il faut être autonome. On met un supercalculateur sur Mars pour être autonome. Et un des vrais sujets aussi, c'est que si on envoie ce supercalculateur sur Mars, c'est un peu comme vous, quand vous avez votre super téléphone, vous allez à l'étranger mais que vous ne pouvez pas payer, vous n'êtes pas en mode roaming, vous téléchargez toutes les données avant de partir parce que ça va vous coûter cher. Quand on part sur Mars... Il vaut mieux avoir aussi toutes les données téléchargées. Parce que quand on est sur Mars, on est capable de transmettre
900 IO. Jusqu'à là-bas, donc c'est rien. C'est pas du haut débit. Seconde, c'est pas du haut débit. Ouais. D'accord. Non, donc c'est vraiment très très peu. Donc là, on parle pas de kilo-octets, c'est 900 octets qui vont partir à la seconde. Alors Christophe, l'ordi qui est actuellement dans l'ISS, oui, il ne sert pas à faire fonctionner l'ISS. Pas du tout. C'est juste pour faire du benchmark. Pas du tout. Donc benchmark, ça veut dire que la NASA travaille sur des benchmarks spécifiques. Nous, on travaille sur des benchmarks qu'on connaît et qu'on fait déjà sur les supercalculateurs aujourd'hui. Et ces benchmarks, on les utilise par exemple pour être sûr que la performance sera là quand un astronaute sort dans l'espace. On veut être sûr que s'il a un problème, on peut lancer le supercalculateur pour trouver la réponse. Faites comme les gens qui s'amusent à faire de l'overclocking chez eux. Exactement. Voilà, on les stresse. Par contre, on les stresse. Il ne faut pas overclocker sur Mars parce que si tu crames tout, t'es pas bon. Hein. T'es pas bon du tout. Ouais, je sais pas si c'est supporté le support là-bas. Les délais, c'est pas 24 heures. À première vue, c'est pas jouable. Même votre service après-vente qui est excellent. Qui est excellent. Je ne suis pas persuadé qu'il soit au niveau. Oui, le problème, c'est plutôt la livraison. On a une idée. Alors, c'est un autre domaine, mais on a une idée de l'échéancier pour Mars. Alors aujourd'hui, il y a deux programmes qui sont les deux programmes principaux. Donc SpaceX avec Elon Musk, qui quand il a un peu vraiment, de temps, et lui alors quand il est parti, ça rigole pas. Personnellement, j'aimerais pas qu'il gère mes roadmaps, mes plans de route, parce que ça. Souvent, lui, ce qu'il dit, c'est 2022. Donc 2022, il doit lancer le BFR, la Big Fucking Rocket. C'est pas comme ça qu'il dit normalement, mais c'est 2022 vide et 2024 avec des hommes. La NASA, ils sont un peu plus, alors je dirais pas sérieux, un peu, mais ils parlent de 2030. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que c'est pas la technologie des fusées qui est un vrai souci, c'est tout ce qui va autour. Toutes ces couches logicielles, tout ce qu'il va falloir inventer, créer pour être sûr que sur Mars, on sera réellement pertinent. Merci beaucoup. Très bien, Christophe. Merci. Restez avec nous. Oui, merci. On va rester dans les airs. François. Alors on va redescendre un petit peu plus près quand même. Un peu plus près de chez nous. Parce que là c'est vraiment le transport peut-être de demain qui nous fait tous rêver. C'est vrai qu'on a tous rêvé de se déplacer en voiture volante. Mais finalement ça n'arrive pas. On se demande pourquoi. Bon, on comprend pourquoi. Parce que franchement, on n'a pas tous un brevet de pilote. Mais peut-être que l'autonomie, l'électrique, l'intelligence artificielle va régler tous ces problèmes. Olivier Leland, bonjour. Bonjour. Alors il faut bien parler dans le micro pour qu'on vous entende bien. Vous êtes le CEO d'EVA. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter EVA, s'il vous plaît? Oui, moi j'ai quitté Tesla, donc vous parlez beaucoup de mon ancien patron de mon patron. Ah oui, donc comment va Elon? Vous avez des nouvelles ou pas? Va très bien. Il va pas bien. grandi, il reste toujours la même taille. D'accord. Il est un peu énervé contre les journalistes en ce moment. C'est son nouveau dada. C'est plus Mars, c'est objectif. Mais ça change, ça tourne, ça passera quelque chose. Mais ça doit être dingue. C'est rigolo parce qu'on justement on disait comment c'est de travailler avec Elon Musk en. Faut aller très vite. Faut aller très vite et faut suivre et faut pas challenger le boss de votre boss parce que lui il sait où il va et si tout le monde commence à challenger et apporter sa solution, là on perd la vitesse. Donc Tesla c'est tout sur la vitesse. D'accord. Au bon prix. Et qu'est-ce que vous faisiez chez Tesla? En fait je développais, alors on a lancé la Corée, j'ai été transféré au Japon, on a lancé la Corée, je m'occupais de Singapour, donc en gros une grosse partie de l'Asie, donc le lancement de la Corée ça a été vraiment fantastique. D'accord, et vous avez décidé de partir pour essayer d'inventer peut-être l'un des moyens de locomotion de demain? Oui c'est sûr que quand on dit qu'on quitte Tesla, tout le monde dit mais non, mais il n'y a pas mieux ailleurs. Bon non, mais j'avais lancé la Corée, on avait lancé 2 magasins en même temps, quasiment la même semaine. Et on vendait des voitures quand même à 100 000, 120 000, 130 000 euros. Et dans les 5 secondes qui suivaient, la personne se trouvait dans un embouteillage. Et oui. Et alors si on devait rentrer chez soi à pied, il valait mieux pas marcher parce que si on dépassait la Tesla après c'était. Ouais, c'est pas bon. Pas bien vu, non. C'est pas bon. Ça fait cher quand même le dépassement. Voilà. Et alors donc, comment vous est venue cette idée? Alors j'imagine qu'elle n'est pas venue toute seule, mais de créer en fait cette espèce de drone volant autonome. Mais en fait, j'étais à Londres à l'époque et il y avait quelqu'un qui était dans un anti-Tesla et qui faisait des pots d'échappement, forcément. Ah oui. Il nous dit mais Tesla va rien régler aux embouteillages parce que les voitures vont aller chercher des clients, faire des petites courses, revenir et en fait ça va pas améliorer les embouteillages. Et donc il n'y a qu'une solution, à mon avis. Lui, Elon il cherche en dessous. Moi je pense qu'il y a moins de résistance au niveau aérien. Donc voilà, on est parti d'une feuille blanche. On s'est dit c'est vendredi, il est 18h30, je suis à Opéra, je vais aller à Versailles ou à Charles de Gaulle. Comment je fais? Il y a un énorme embouteillage. Voilà, je laisse tomber. Voilà. Non, vous avez le RER, vous êtes mauvaise langue quand même. Non, je plaisante. Avec la RATP. C'était pour rigoler. Et alors attendez, mais donc vous avez réfléchi à ça, mais comment vous êtes-vous arrivé à cette idée de drone autonome volant? Ce qui fait l'avantage, c'est les batteries. C'est grâce, il faut le dire, c'est grâce aux voitures électriques que les batteries ont gagné de la densité. En gagnant de la densité, il y a un facteur poids et énergie qui nous avantage, qui fait qu'aujourd'hui, c'est faisable. Aujourd'hui, on est la seule start-up française dans ce domaine, mais il y a 40 sociétés
et on compte qui sont là-dedans, surtout allemandes, chinoises et américaines. Nous, notre particularité, c'est qu'on plie nos ailes, c'est-à-dire qu'on atterrit sur une place de parking. On a une empreinte au sel de 5 mètres par 2, c'est un SUV. Je n'ai pas cité de marque, mais c'est la taille de mon SUV. Vraiment... Et après, ça roule ou pas? Non, ça roule pas. Ça roule pas. On pense que c'est pas vraiment compatible. Les voitures qui vont aller sous l'eau ou les taxis volants qui vont aller sur la route. En face de votre stand là sur Vivatech, il y a Airbus qui présente son concept de voiture volante. Oui. Où là, c'est véritablement une petite voiture avec une espèce de 4 grosses hélices, enfin c'est 8 moteurs, je crois. Qui viennent se plugger sur le toit. Oui. Donc c'est hybride. Mais vous avez fait le choix du 100% aérien. En fait. Oui, 100% aérien parce qu'on veut de la compacité. On veut pas de bruit parce que le problème des grosses pales, c'est qu'elles font beaucoup de bruit. Nous, à 350 mètres d'altitude, vous nous entendez pas. On est à 65 décibels. On a une très grande autonomie parce qu'une fois qu'on déploie nos ailes en altitude, on va économiser 88% des batteries. Donc on travaille avec le CEA là-dessus. On a une double chimie des batteries qui fait qu'on a une autonomie vraiment grande. C'est quel type de moteur? C'est pas de l'hélicoptère? Non, alors on a choisi une structure à 22 moteurs carénés. 22 moteurs électriques, ça veut dire qu'on peut en perdre jusqu'à 6. L'appareil continuera à voler. Ça ajoute de la stabilité. En gros, on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu rassurant. Oui, ça rassure. Oui. Mais Olivier, excusez-moi, je vais être un petit peu direct. Oui. Mais comment peut-on croire à ce projet? Il y a beaucoup de gens qui y croient. L'an dernier, il y a eu 1 milliard. Alors, je suis un peu, je me fais un peu l'avocat du diable. Bien sûr. Mais vous êtes en train de travailler sur un drone volant autonome qui va transporter une personne ou 2 personnes. 2 personnes, je ne sais pas. Oui. Sans pilote. On est d'accord. Raison, on vous laissera jamais faire. Non, mais où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est dans la où est-ce qu'on en est dans l'histoire en fait? En fait, on va très très vite parce qu'en fait, au niveau des autorisations, Dubaï par exemple veut 30% de sa flotte de taxi en taxi aérien. C'est une volonté politique. Aucun problème d'autorisation. L'Indonésie, la Corée, le Brésil, je peux vous dire qu'ils nous tendent les bras. Sur la France, on va ouvrir des corridors test. C'est-à-dire que l'appareil décolle, il ouvre un corridor automatique, il atterrit, il ferme le corridor. Ça, on discute avec la DGAC qui sont venus nous voir 2 fois. On est dans les ateliers avec l'autorité européenne de vol. Donc l'Europe, c'est vrai, ira plus lentement que l'Asie ou que l'Amérique du Sud, mais elle va lancer je peux dire en France, il y a 2 villes qui sont en pleine compétition pour être identifié par le ministère des Transports comme ville test pour les taxis aériens. Allez-y, c'est lesquels? Vous le voulez vraiment? Ah bah oui. Eh ben je peux pas vous le dire encore. C'est des grandes villes? C'est plutôt grandes villes. C'est des villes où il y a beaucoup d'embouteillages. Elles sont au bord de la mer? Par exemple, la ville en Paris, c'est 16 jours d'embouteillage par an quand même. Donc il y a Paris et Marseille, c'est ça? Par exemple. Et Toulouse, Toulouse, ça sera pas un secret. On est basé à Toulouse, on est à l'aéroport de Francazal, ville aérienne. Mais Olivier Lelanne, vous en êtes où aujourd'hui? On a un prototype 1/5 qui vole. Donc ce qu'on lui demande de faire, c'est décolle verticalement, fait une translation verticale et atterrit en pivotant certains moteurs et vole de manière autonome. Après, on le fait en décembre, on le fait en grande taille, en taille réelle, et vous verrez des expérimentations commerciales très rapidement en avril 2019. Et donc avec combien de personnes à bord? 2 personnes. C'est un appareil qui est designé pour 4. Mais on a choisi des batteries sûres. Au lieu de jouer sur des batteries solides ou des batteries d'une chimie un peu différente, mais pas encore vraiment prouvée, on a pris une batterie d'une chimie très sûre qui nous permet de mettre 2 personnes et plus tard 4. Et avec un pilote ou pas de pilote? Non, c'est autonome. Non, alors pas de pilote, mais on a une assistante en pilotage à distance, notamment pour des applications civiles et militaires. Par exemple, vous avez 300 appareils sur Marseille, il y a un incendie dans les Calanques, il y a 200 personnes qui sont coincées, l'incendie progresse. Qu'est-ce que vous faites? Vous attribuez la flotte entière à la sécurité civile. On peut avoir une vitesse de pointe à 450 km/h. Donc vous imaginez le temps pour arriver, c'est hyper rapide pour aller sauver des gens. Et l'autonomie? 250 km. Maintenant, si vous faites des courses de taxi, c'est 6 fois à peu près 12 km. Parce que la poussée verticale demande plus de batterie. D'accord. Ah oui, on peut faire donc 250 km d'un trait, mais si on s'arrête et qu'on repart, on en fait moins. Et on pense que ça progressera dans le futur, bien sûr. Donc, mais ce serait sur des lignes bien définies. Hein. Alors, au départ, il y aura il y a 2 phases, à mon avis. Alors, on va définir la première phase, c'est des vols qui sont paramétrés où effectivement on dit point A, point B. Et ça, c'est la ville qui décide. Par exemple, une ligne de métro, ça coûte 2 milliards d'euros. Et ben la ville va dire, oh, ma ligne, elle va pas jusqu'à l'aéroport. Donc, je vais créer un point de la dernière station de métro jusqu'à l'aéroport ou d'autres solutions. Par contre, la phase 2, ça sera l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que vous oubliez les contrôleurs de vol, toutes les machines parlent entre elles, comme un seul cerveau. C'est dingue ça. Mais est-ce que vous pensez qu'on est prêt psychologiquement à confier notre vie à un appareil qui va décoller tout seul, sans personne, qui va atterrir? Quels sont les risques de crash? Enfin moi, bon voilà quoi. J'aimerais vous poser 2-3 questions avant de l'essayer quand même. Ça fait 5 questions là, en une question. J'en ai encore d'autres. Alors il y a 12% des gens qui disent moi jamais.
parce que vertige, alors en fait, quand vous voyagez en avion, 95% du temps, le pilote ne touche rien, hein, même dans l'atterrissage. Oui, mais il est rassurant quand même, il est là, et puis on a deux dans l'avion. Il y a un pilote avec une casquette. Bon, on n'a pas de casquette dans l'aéronef. Non, mais d'accord, mais voilà. Bon, voilà. C'est vrai que après, les risques de crash, il faut qu'on perde jusqu'à 6 moteurs pour que vraiment l'appareil décide d'atterrir. En cas d'extrême urgence, on a une propulsion de parachute, mais ça, c'est vraiment pour assurer. Il y a un parachute à bord. C'est pour assurer psychologiquement. C'est un parachute pour l'appareil, hein, pour la personne. Vous imaginez la personne à 350 mètres, si elle compte jusqu'à 5, ça va faire. Et donc, j'imagine qu'il y a plein de capteurs qui éviteront tous les obstacles qu'il y a. Voilà. On a une bulle de sécurité autour de l'appareil. C'est une technologie Tesla. On a un lidar, on a un radar 77 GHz, on a 12 caméras. En gros, ça crée une bulle de sécurité autour de l'appareil et notion d'évitement éventuellement. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que vous mettez des voitures autonomes sur un niveau terrestre en ville, il va y avoir des risques d'accident. Malheureusement, il y en a. Pourquoi ? Parce que vous avez des voitures avec des êtres humains, vous avez des individus qui traversent, vous avez des chats, des chiens, des arbres, des limitations à 80, etc. Dans l'aérien, vous mettez un système entier autonome sur un espace vierge, je peux vous dire que ça marche très très bien. Beaucoup plus sûr que sur Terre. D'accord. Ouais. Bon, c'est fascinant. Et à votre avis, quand est-ce qu'on aura ça à la maison ? Alors là, on a déjà des commandes, on a des réservations. On a une personne qui a 72 ans, qui a été le premier à mettre les éoliennes dans le Lot et qui a dit: je veux être le premier Français à acheter ce véhicule. Et à l'époque, on le dit, mais on n'a même pas ouvert les réservations. 72 ans. C'était génial. Et il a réservé le véhicule. Mais à votre avis, c'est génial. On peut se projeter en quoi ? En 2030 2040 Non, beaucoup plus tôt. Dubaï, ça sera déjà 2020. En 2020, on livre les premiers appareils. Là, on a une levée de fonds de 10 millions qui avance très vite. Seconde levée pour l'industrialisation. Et 2020, vous avez les premiers appareils. Il va y avoir une concurrence monstrueuse sur ce marché. Il y a Airbus qui lance des choses. Oui, mais ce n'est pas les mêmes segments. C'est une industrie qui sera de la taille de l'industrie automobile. On mange les hélicoptères légers. On attaque une partie du marché automobile. Donc forcément, 40 concurrents, c'est rien. En 1900, il y avait 40 compagnies qui faisaient des voitures en France. Vous imaginez au niveau mondial, c'est rien du tout. Et donc demain, ça remplacera la voiture à votre avis ? Non, c'est complémentaire. C'est complémentaire. Quand vous enlevez 1 à 2% du trafic en ville, vous fluidifiez énormément le trafic. C'est pas linéaire. Anne Hidalgo, si tu nous écoutes, elle nous a écouté ce matin, je peux vous dire. C'est vrai ? Elle nous a écouté forcément. C'est vrai ? Oui. Très bien. Vous fluidifiez le trafic énormément, par exemple sur Paris. Et ça a un impact pour tout le monde. Hein. On ne règle pas le problème que pour 1% à 2% des gens. On est sous le charme. Ouais. Vous en mettrez 2. Hein. Mais je suis déjà marié. Hein, combien ça va coûter ? Parce qu'on n'a pas parlé du prix. Alors oui, on peut vous dire le prix. Hein, c'est 250 000 € pièce. Donc c'est beaucoup moins cher qu'un hélicoptère. Je vais vous parler des fermiers brésiliens. Parce que moi, les fermiers brésiliens, je ne connaissais pas. Et ils achètent beaucoup d'hélicoptères pour surveiller leurs fermes et tourner autour de leur culture. Et là, il y a un gros marché. Les promoteurs immobiliers sur Vivatech. C'est-à-dire qu'on pourrait acheter à plusieurs ce type d'engin. Oui, on a une personne qui est à Tonnerre, je crois, c'est dans Lyon, qui veut faire un village qui va être connecté pour les personnes plutôt âgées, connecté à une gare. Et en fait, il est soucieux des hôpitaux, donc il veut acheter des aéronefs pour amener dans les hôpitaux rapidement, pour lutter contre la désertification. Et puis après, ce sera en libre service, ce sera Oui, alors il y a énormément de flottes de taxis, d'apps de taxis qui nous contactent, ils en achètent 2, 3, 5, 10 pour tester, pour leur clientèle, parce que si vous avez une course urgente, un rendez-vous, vous voulez aller à l'aéroport, vous montez dans un taxi, mais il y a un embouteillage, qu'est-ce que vous faites ? Oui, mais enfin, il y aura quand même, ce dont on parlait tout à l'heure, la limite du corridor. Vous ne pouvez pas aller. Alors, au départ, mais les corridors vont être identifiés de manière intelligente, je pense, par les villes. Ah oui, il y aura des... Ils vont identifier là où les gens se plaignent le plus. C'est logique. Bon, Olivier, comme on dit, on vous surveille, on ne va pas vous lâcher. Oui. Et on se tient au courant. Très bien. EVA, ça veut dire quoi, EVA ? Alors, ça veut dire Electric Visionary Aircrafts. Et on a mis un S aircraft. Normalement, il n'y en a pas en anglais. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein. Quand on appelle notre appareil le X01, ça veut dire qu'il y en aura peut-être d'autres surprises. Ouais. Bon, très bien. Écoutez, on vous souhaite bon vent. Voilà. Enfin, quoi que bon vent, je ne sais pas trop pour des hélicoptères. Jusqu'à 100 km/h, ça va. Bon, ça va. Alors, une petite brise, on va dire. Bon, on est candidat pour tester 2030. Très bien. Non, mais pourquoi 2030 avant ? Bon, tu testeras d'abord. Je te regarderai, je ferai des photos. Tu testeras en 2020, moi en 2030. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Olivier. Et on revient dans un instant, les amis, et on va découvrir... on parle de santé. Oui. On change complètement de sujet. On va revenir sur Terre, des choses très très concrètes, mais qui vous concernent. Vous allez voir, ce sera la possibilité de vous faire un pré-diagnostic très facilement via une appli mobile. Toc Doc, Bastien Marline, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes une startup qui est hébergée justement ici à la Poste. Oui. Voilà. Juste derrière. Voilà, juste derrière. Et on s'est dit, tiens, c'est pas mal ce truc-là. Eh bien on va en parler. C'est étonnant parce qu'on voit que la Poste est vraiment très présente sur la e-santé.
Exactement, il y a un vrai développement sur la e-santé du côté de la Poste. Et vous apportez quelque chose de nouveau justement en termes de e-santé et de télémédecine en quelque sorte. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, la télémédecine, et plus particulièrement, nous on est dans la téléconsultation. Donc la téléconsultation, c'est une consultation à distance entre un patient et un médecin, donc médecin traitant, un médecin spécialiste. Et nous, pour être plus spécifique, on est, on va dire, spécialisé dans les établissements médico-sociaux. Donc les EHPAD, donc pour les personnes en EHPAD, les personnes qui sont dans des... les personnes âgées qui sont dans des résidences médicalisées, on va dire. Voilà, et le vrai problème en fait pour ces personnes, on n'est pas grand public en fait, donc c'est vrai que tout à l'heure vous avez parlé... Oui, je me suis un petit peu avancé, j'ai un peu rêvé, mais en fait c'est du B2B finalement, non? En fait, oui, c'est plus du B2B parce que ça va vraiment s'adresser aux EHPAD, aux groupes d'EHPAD, à la HAD. Alors expliquez-nous ce que c'est. Alors en fait, c'est une tablette complètement bloquée sur laquelle on va retrouver notre application TocTocDoc qui va permettre de faire une consultation avec les médecins traitants ou des médecins spécialistes pour les personnes en EHPAD ou dans des hébergements médico-sociaux. Parce que ces personnes sont âgées, sont fragiles. Et donc le fait de les déplacer en dehors de l'établissement pour une consultation aura forcément des répercussions nocives sur ces personnes qui sont des troubles cognitifs. Se faire localement là où elles résident. Voilà, en fait ça reste vraiment à l'intérieur de l'établissement, elles restent à la maison entre guillemets, elles restent dans leur chambre. Et donc c'est une infirmière, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'une personne de 90 ans utilise la tablette, c'est une infirmière qui est donc effecteur médical, qui sera auprès du résident patient, et de l'autre côté on aura le médecin traitant ou spécialiste dans son cabinet sur son ordinateur avec simplement une webcam, et ça permettra de faire une consultation qui va de la salle d'attente jusqu'à la prescription et la facturation. Alors qu'est-ce que ça apporte de plus que simplement une webcam justement? Alors en fait, oui, parce qu'on pourrait faire ça en FaceTime. Bien sûr. Alors, en fait, on pourrait décrypter en fait TocTocDoc comme un Skype médicalisé, mais ce serait un peu insultant dans le sens où nos équipes techniques bossent énormément pour faire ça de manière complètement sécurisée, cryptée. Tout passe par les hébergeurs de santé, WebRTC, toutes ces choses-là que je ne maîtrise pas forcément sur le bout des doigts. Mais il y a vraiment un gros travail technique derrière qui permet justement d'apparence, ça paraît très facile, un Skype qui permet juste une visioconférence, alors que derrière il y a vraiment tout un système de sécurité parce qu'on va vraiment envoyer de la donnée médicale. Oui, donc voilà, c'est la donnée santé, on va dire. Personnel, médical, des données de santé, donc on peut pas faire n'importe quoi avec. Alors quel rapport avec la sécurité sociale vous avez? Alors justement, c'est pour ça que je précisais qu'on s'adressait aux hébergements médico-sociaux. En fait, avec le programme ETAP, ces hébergements bénéficient d'un remboursement à 100% pour les consultations dans ces hébergements. Donc c'est pour ça qu'on ne parle pas du tout de grand public, ce n'est pas du tout le cas encore pour le grand public, mais ça après la CPM fait son chemin. Mais en tout cas voilà, pour ces personnes, pour les médecins traitants, pour leurs médecins traitants et les spécialistes, les consultations sont 100% pris en charge par la sécurité sociale, pas au même tarif qu'en cabinet. Parce que voilà, on peut imaginer qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Voilà, c'est ça. C'est des tarifs vraiment qui ont été des cotations télémédecine qui sont par exemple pour un spécialiste de 30 €. Si on va chez un dermatologue, enfin si on voit un dermatologue ou un cardiologue, et qui ne sont pas de 90 € comme ça peut l'être en cabinet. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que demain, cette application soit accessible véritablement au grand public, que de chez soi, parce qu'on sait en plus la difficulté qu'il y a aujourd'hui à trouver des médecins en urgence, etc. On sait très bien ce qui se passe en ce moment, les systèmes d'urgence saturés, l'hôpital public saturé. Oui, ça pourrait désengorger pas mal de choses. Les salles d'attente ou les urgences, bien sûr. Nous, après, c'est pas notre vision actuellement. Nous, c'est vraiment le domaine de l'EHPAD, parce que l'origine de la start-up était dans l'EHPAD avant. Je vous passerai les détails, mais voilà, c'était déjà un domaine qui était maîtrisé en interne. Un domaine qui en a vraiment besoin, et surtout, comme on parlait, qui a ce fameux remboursement avec ce programme ETAP. Donc, le côté grand public, il y a déjà des acteurs qui sont positionnés dessus, qui le feront vraiment sur application mobile. Nous, c'est vraiment, on a besoin d'un effecteur médical, c'est une tablette vraiment sécurisée, des objets connectés. Alors, on va être sur un stéthoscope connecté, ce sera d'autres objets qui arriveront avec le temps. Oui, on peut plugger des accessoires sur votre appli. Voilà, en fait, on a des accessoires dans les normes de ce que peut faire une infirmière, parce que forcément, une échographie cardiaque ne pourra pas être faite par n'importe quelle infirmière, il faudra des gens qui sont formés pour. Mais voilà, un stéthoscope pour faire une auscultation à distance, parce que le médecin a besoin d'entendre vraiment ça de manière synchrone.
Voilà, toc toc doc. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Mais en tout cas, même si votre solution est réservée au B2B, on peut très bien imaginer que ce type de solution va arriver pour tout le monde bientôt. On espère. Espérons-le. Et bien voilà, ce 01 Live numéro 3 depuis Vivatech, depuis le stand de la Poste est terminé, Jérôme. Merci à tous de nous avoir suivis, y compris tous les gens très nombreux que vous ne voyez pas mais qui sont là qui sont venus nous voir. Pierre fait un petit point. Oh là, la joli plan, voilà. Pierre, bravo. Ne te casse pas la figure, Pierre. Superbe. Merci à Pierre merci d'être venu. Thomas Romiret et Jean-David Duhart qui ont assuré ce live. Et puis François, on se retrouve forcément très très vite. Sur voilà, on sera là jeudi pour 01 Live Hebdo. Merci de nous suivre. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Salut à tous et bon Vivatech si vous êtes de passage.